bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo. Alors une émission qu'on enregistre avec un bel invité et ce soir pour m'accompagner, je serai avec Titus. Salut les amis. Et Thierry Assoif. Salut tout le monde. Voilà. Et donc, l'invité, vous le savez puisque c'est dans la vignette de cette vidéo, notre invité n'est autre que Yann. Yann, c'est très bien. Yann, c'est très bien. Moi, ça, c'est privé de joke. Très bien. Donc oui, que certains connaissent par notre pseudo, mais bon, on va te laisser présenter. Je m'appelle Yann Freeman, donc j'habite à Toulouse et je suis graphiste et concepteur 3D de profession. Donc la première question, chocolatine ou pain au chocolat? Ah, chocolatine évidemment. Pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Bon, et donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout que tu joues à Assoif. Donc on t'a rencontré dans certains tournois, enfin à Toulouse. Eh oui. Comment tu pratiques le jeu? Dans quel club? Est-ce que tu préfères le côté partie amicale, tournoi? 70% ça va être consacré à la peinture. Un petit 20% au suivi du jeu. Moi, je suis les mises à jour, je vois les reports de bataille, je regarde votre chaîne aussi. Et un petit 10% sur le jeu. Donc je joue avec mon frère en amical et après je participe à quelques tournois. Mais faute de temps, je ne pratique pas énormément le jeu. Est-ce que tu as essayé TTS ou pas pour jouer en ligne? Non, TTS, j'ai vu des rapports de bataille qui l'utilisaient, mais enfin, je viens du monde de la figurine et il me faut les figurines. J'ai du mal à dématérialiser. Quitte à jouer à un jeu de figurines, je préfère y jouer avec les figurines dans les mains. Quelle est ta faction de cœur? Lannister. Oh, on a parlé de cœur là. Attends, qu'est-ce que tu nous racontes? Lannister de cœur. Attends, ça commence par la même lettre, mais non, pas cœur. Hein. Le roi légitime de Westeros. Eh ben, c'est un Baratheon. Alors voilà. Voilà, il y a au moins ça. Et tiens, justement, tu parlais de figurines, etc. Tu aimes la peinture? Tu les peins? Oui, j'adore ça, oui. Comme je disais, 70%, c'est vraiment consacré à la peinture. Je passe beaucoup de temps à peindre, plus qu'à jouer. Et j'adore ça. Donc, depuis un moment, beaucoup le Trône de Fer, mais même d'autres jeux, que ce soit des jeux de plateau, des figurines de jeux de plateau, ou d'autres jeux de figurines. Ouais, parce que tu as commencé sur quel jeu, en fait? Oula, il y a fort longtemps sur... alors, au tout début, on va dire Seigneur de Guerre, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'était un jeu MB avec Citadel, donc dans le monde de Warhammer. Et ensuite, avec des beaux tapis, une belle tour et des canons. C'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours la tour quelque part sur l'étagère dans la chambre. Et ensuite sur Warhammer. Voilà, après, je suis passé par d'autres jeux, Confrontation. Et plus récemment, il y avait Age of Sigmar. Et je suis retombé en découvrant le Trône de Fer dans les jeux de bataille régimentaire à la Warhammer. Mais sans les lourdeurs qui m'avaient fait arrêter Warhammer Battle. Si j'ai bien compris, tu as déjà le premier commandement pour être chevalier, tu peins tes figurines. Oui, évidemment. Bien. D'ailleurs, c'est une principale motivation pour peindre. Enfin, j'aime ça, mais je ne joue jamais une figurine qui n'est pas peinte. Donc ça motive pour peindre. Enfin un collègue, bravo. On voulait t'inviter à cette émission parce que c'est vrai que récemment, sur la chaîne, Thierry a fait une émission pour parler d'une campagne qui était publiée sur Ravage et qui est publiée à ton nom. Et donc... Il semblerait. On est tombé sur la bonne personne, c'est bon, c'était pas un homonyme. Non, parce qu'on croyait que c'était Yann avec 2 Z, mais bon, c'est bon. Disons qu'on va commencer par le commencement, c'est-à-dire parce que ça doit être assez... Dans le début, n'hésite pas, hein. Tu peux aussi commencer par le début. Oui, c'est fini, parce que j'étais prêt à commencer par le milieu, parce que comme on a parlé peinture, et je vais commencer par le milieu alors. Comme t'as parlé peinture et que t'adorais la peinture, et que les articles de Ravage sur les factions sont magnifiquement illustrés par des figurines peintes, est-ce que ce sont les tiennes, ou est-ce que ce sont d'autres figurines qui viennent d'un autre peintre? Non, ce sont les miennes, donc merci pour le compliment. En plus de l'article, je prends en photo les figurines que j'envoie à Ravage et ils s'en servent pour illustrer les articles.
Alors j'invite vraiment les gens qui vont regarder cette émission à aller sur le site, récupérer, commander les anciens numéros de Ravage qui présentent les factions, parce que il y a vraiment des belles peintures qui sont de beaux exemples pour peindre nos propres figurines. Franchement, là, ça vaut les peintures proposées dans Dwarf, là. White Dwarf. Bah, merci Voilà. beaucoup. Je suis pas peintre professionnel, mais très beau boulot. Et... voilà, j'ai quelques années de peinture au compteur et mais j'en connais qu'on a un niveau correct. J'en connais quelques-uns qui peignent plein d'années, comme tu dis, au compteur, et bah, ça se voit pas. Hein. Ouais, moi j'ai que les années au compteur, hein, j'ai pas la peinture. Mais c'est parce que tu n'as peut-être pas changé de pinceau. Voilà, quand il y a plus de poils. Et donc, comment a commencé cette collaboration avec Ravage ? C'est une longue histoire. Alors j'ai rencontré Olivier Noël, le rédacteur en chef de Ravage, lors du Festival international du jeu de Cannes, où j'étais animateur pour Cool Mini or Not, justement sur le jeu du Trône de Fer. Et je discute avec lui et voilà, j'ai été amené à dire que j'étais intéressé éventuellement pour écrire des articles, et c'est comme ça que la collaboration a commencé. Donc j'ai commencé par faire des articles sur d'autres jeux, et puis comme je connaissais bien le jeu, et notamment je faisais l'animation de ce jeu sur plusieurs salons, tout naturellement j'ai commencé à écrire des articles sur le Trône de Fer. Tu commençais à avoir des relations donc plutôt avec Simone ou avec Edge ? Avec Edge, parce que comme vous le savez peut-être, Edge est à Toulouse. Donc j'ai commencé je les connaissais depuis longtemps, certaines personnes. Il y avait notamment le Toulouse Game Show, un salon qui je crois qu'il existe encore là, où il y avait Edge était amené à présenter des jeux, et avait cherché des animateurs, et j'ai commencé à animer des jeux au Toulouse Game Show. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé notamment à Cannes pour présenter différents jeux, et comme Edge faisait au début le portage et traduction des jeux Cool Mini or Not, mais voilà, il y avait des échanges, des passerelles faciles entre les animateurs, entre Edge, Cool Mini or Not. Ouais. On voit aussi ton nom sur le quatrième de couverture des livres de règles. Remerciements, Ian Freeman. Ah oui, vous me l'apprenez sur lequel starter? Alors, sur le starter de base, je crois. Je crois. Ah ben on a enquêté, et on fait un travail sérieux. Hein. Ah oui, vous me l'apprenez. Sur le starter de base, ça m'étonne. Parce que j'ai filé un petit coup de main notamment pour les FAQ, les versions françaises des FAQ jusqu'à la 1.5, je crois. Ouais. Et sur les relectures de règles, mais c'est récent, ça remonte pas jusqu'au starter. C'est très gentil à eux de me mettre dans les remerciements. Écoute, si t'as bossé, on peut au moins te remercier. Hein. Ah, mais j'ai été remercié en figurine aussi. Ça c'est pas mal. Alors ça c'est pas mal. Ah, oui. N'hésitez pas à me remercier aussi alors, parce que... Et donc dans la série d'articles, avant d'en venir à la campagne, tu as aussi fait des articles sur la création des décors en 3D. Donc là aussi, c'est ta propre production. Et est-ce que tu joues avec les décors en 3D ? Oui, c'est ma propre production. Et bien sûr, je joue avec mes décors en 3D. C'est bien plus beau une table avec les décors en 3D qu'avec les pauvres petits décors inclus dans les boîtes, dans les starters du Trône de Fer. Qui sont en demeurant très pratiques pour jouer, mais ça apporte une autre dimension là, quand on a un vrai barral ou une forêt sur le champ de bataille. C'est un peu plus immersif. Ouais, sur le début, moi aussi, on essaye, même dans nos rapports de bataille, on essaie de mettre les décors 3D, mais c'est vrai que dès qu'il faut qu'on aille dessus, forcément, on enlève. Oui, voilà. Moi, je conserve le gabarit en fait 2D dessous le décor. Et voilà, dès qu'une unité va dessus, on retire le décor 3D, mais on conserve le gabarit 2D du décor pour connaître l'emplacement exact. Ouais, non, mais ça donne un peu de contenance au jeu, ça enjolive les tables. Si en plus t'as des belles peintures, forcément, c'est plus immersif, on s'y prend plus. Et c'est vrai que, alors ce jeu, pour des raisons qui lui sont propres, il y a très peu de décors et des fois ça fait des tables un petit peu vides.
Donc le peu qu'il y en a, si au moins on les met en 3D, c'est mieux quand même. Oui, c'est vrai que par rapport à d'autres jeux, des tables de jeux d'escarmouche qui fourmillent de décors, là, on est vraiment entre la frontière, je trouve, entre le jeu de plateau et le jeu de figurines. Que ce soit au niveau des règles ou au niveau du champ de bataille. Avant d'aller plus loin sur le dernier article sur les campagnes, comment ça se passe ta collaboration avec Ravage? C'est Ravage qui te passe une commande d'un article ou c'est toi qui leur proposes un article? Les deux. Ravage peut passer commande, mais en général, fonctionne avec des pigistes. Donc je suis pigiste et tous les pigistes peuvent proposer des articles sur des jeux qui les intéressent. Et ensuite, suivant la ligne éditoriale et suivant le sommaire du Ravage à venir, les articles sont acceptés et Ravage passe commande de l'article. Okay. Donc tu nous fais un article sur le WPC bientôt alors. Le tournoi organisé au mois d'octobre par le Baratéo. Volontiers. Il me faut des informations parce que j'ai pas trop suivi. On va t'en donner les informations. Écoute, merci déjà pour avoir présenté la situation. Et là, maintenant, on va te titiller un petit peu sur les derniers articles sur les campagnes. Alors, cette campagne que tu nous as proposée dans le Ravage de juillet-août de cette année 2021, comment tu l'as créée? C'était une envie? C'était quelque chose que tu as fait il y a un moment ou J'avais déjà commencé à imaginer les règles il y a quelques années. C'était plus pour le plaisir, sans forcément compter y jouer, comme je disais, vu mon temps de jeu sur vu que la campagne quand même est prévue pour jouer sur du temps long. Et donc j'ai proposé à tout hasard au rédacteur chef de Ravage qui a été très enthousiaste. Et donc avec cet enthousiasme, ça m'a permis de finaliser les règles, de faire les graphismes, la carte du jeu, et ensuite de faire des tests. Donc j'ai fait quelques tests en interne avec mon frère, et une phase de relecture, dont notamment Guntarion, que je remercie. Oui, ça a dû prendre quand même un temps non négligeable pour la mettre en forme, parce que elle est foisonnante d'idées, de petites règles à droite à gauche et de possibilités. Donc ça a pris combien de temps cette mise en place combien de temps je peux pas dire exactement parce que il y a un premier jet, après plus tard j'y suis revenu, j'ai fait quelques ajustements, de nouvelles idées qui sont venues se greffer, plus ensuite la partie graphisme, tous les pions, tous les jetons, la carte à créer. Donc là j'ai utilisé je crois que ça s'appelle Incarnate, un module sur internet qui permet de créer des cartes que j'ai ensuite modifiées sous Photoshop. Donc oui, ça a pris un certain temps, on va dire. Non, il y a un vrai boulot. Enfin, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai couru acheter le Ravage. Et quand je dis courir, j'y suis vraiment allé comme ça, quoi. J'ai dit, tiens, il y a un truc sur une campagne de soif, je vais le chercher parce que... Et puis, c'est vrai que ça donne très envie d'y jouer, d'y participer. Tu parles du graphisme, je trouve tes pions magnifiques. Enfin, c'est vraiment superbement présenté. J'ai vraiment pas été... Il y a aussi surtout la mise en page de Romain, donc le maquettiste de Ravage, qui a fait un super boulot de mise en page, qui a mis en valeur les règles. Franchement, il y a longtemps que j'avais pas eu un magazine de Ravage dans les mains, hein, honte à moi. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ça m'a permis de feuilleter, de croiser d'autres règles. C'était sympa aussi. Donc vraiment merci à toi et puis au magazine d'avoir mis ça en avant. C'était vraiment sympa. Merci à vous, parce que je me demandais si ça intéresserait quelqu'un, si quelqu'un va aller réellement jouer cette campagne un jour. Sache que moi je vais le faire, c'est sûr. Super. Mais, je dirais, au-delà de la jouer, peut-être vraiment sur la durée que tu proposes de 12 tours, il y a vraiment des idées dedans. Moi, comme je le mettais dans la vidéo de présentation, c'est d'arriver enfin à mettre en place, à justifier les scénarios d'attaque de château. Et je dis rien que pour ça, même... Les mal-aimés, oui. Voilà, les scénarios mal-aimés, pas simples à jouer et peut-être un peu déséquilibrés, mais qui se justifient pleinement dans cette campagne, quoi. Oui. Bah pour le coup, le scénario a été créé pour la campagne. Moi, je vois que ça. Hein. Oui, complètement. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, Thierry. Mais ce scénario en termes de jeu,
c'est vrai qu'il est difficilement joué, un petit peu mal aimé et tout de suite relégué. Oh, bah celui-là on le joue pas. Bon, voilà. Bah du coup, ouais, c'est vrai, c'est l'occasion de le sortir, de le mettre sur table, de changer. Tous les scénarios qui apportent une asymétrie sont difficiles à équilibrer, et donc en tournoi, oui, c'est difficilement jouable. Ben, je pense qu'il est très peu joué parce qu'il ne fait pas partie des scénarios de tournoi. Et ouais, enfin, la symétrie, on la rencontre fréquemment, les gars. Hein, quand vous avez un iPod face à un autre. Voilà, et il fait pas partie des scénarios de tournoi parce qu'il y a un côté asymétrique. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Et pourtant, moi, pour l'avoir joué 2-3 fois, alors en faisant une partie en aller-retour, c'est quand même assez fun à jouer. Et donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de le jouer parce que c'est quand même là qu'on va gagner le maximum de points. Ouais. D'ailleurs, j'ai bien compris. Il y avait une question intéressante de Thierry quand on échangeait sur la préparation de l'émission. Il se posait la question par rapport à la campagne que tu as proposée à Ravage. Est-ce que tu as des choses que tu as dû retirer parce que ça rentrait pas dans le nombre de pages demandées Est-ce que, je sais pas si tu as des contraintes où tu as pu vraiment publier l'entièreté de ce que tu voulais. Alors pour les articles habituels, on va dire, où il y a un nombre de pages à limiter, donc là des fois je dois faire des coupes drastiques, mais là pour le coup c'était quartier libre, donc j'ai proposé les règles et du coup donc il n'y avait pas de limite de pages, c'était vraiment un encart, et même je m'attendais pas à ce que par exemple, tout ce qui était pion, la carte, je pense que ce sera en téléchargement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un encart en carton. Ouais. Ça, c'est Ravage qui l'a proposé, donc j'étais agréablement surpris. La seule limite, c'était l'impression recto-verso, qui fait qu'on peut utiliser soit la carte, soit les pions. Et là, c'était des contraintes. Ouais, moi, j'en ai acheté 2. C'est ça. Mais c'était un truc commercial pour revendre 2 fois plus de... bien c'est pour ça éviter un surcoût. Ouais. Non, j'en ai acheté 2 parce que bêtement, le premier exemplaire, je l'ai oublié quelque part. Et donc, pour faire l'émission, j'ai dû en racheter un deuxième. T'as écrit à l'EHPAD, ils l'ont pas acheté peut-être. Comment ? T'as écrit à l'EHPAD, ils l'ont peut-être pas acheté. Ouais, voilà, ouais, non, je te remercie. Ça a servi à emballer les prochaines doses de vaccin. Quand tu le retrouveras, comme ça, tu auras le côté cam-map et le côté pion. Et c'est ce que je me suis dit. Bon, par contre, c'est un reproche qui a été fait par certaines personnes, c'est qu'il manque la prochaine faction qu'on attend tous, et que forcément, avec les contacts que tu as auprès de Simon et d'Edge, tu peux nous dire, les pions qui manquent, c'est les martels ? J'espère que c'est les martels. Après, j'ai de contacts à ce niveau-là, quand même. Hein. Animateur, on n'est pas dans les secrets des dieux. Hein. Non, mais t'inquiète, Thierry, il y aura une deuxième édition, tu pourras racheter tes 2 magazines. J'espère. Parfait. Voilà, donc, je pense qu'on osera un encart avec les martels, mais bien sûr, s'ils sortent, je me ferai un plaisir de faire les pions et les proposer en téléchargement. Ah, formidable. Bon, là, c'est une campagne qui est prévue pour 2. Ça a discuté, entre autres, sur le Discord d'Assoif, où des gens ont dit, ouais, c'est super intéressant, mais par exemple, dans un club, etc., on aurait envie de le jouer à plus de joueurs. Je pense même, pourquoi pas, des animations qui peuvent se faire, comme en ce moment, il se passe sur la chaîne de Walou Miniature, de démarrer une nouvelle campagne dans laquelle, justement, il y a des confrontations ici directement sur la carte de Westeros. Mais est-ce que t'envisages, ou est-ce que c'était déjà un petit peu dans les tuyaux pour toi, mais de proposer un plateau de jeu qui serait à plus de joueurs que 2 joueurs ? Alors, quand j'ai réfléchi à ces règles de campagne, j'ai opté pour le mode 2 joueurs, déjà parce que c'est un jeu pour 2 joueurs, le Trône de Fer à la base. En plus de ça, il existe déjà des règles de campagne qui sont encore en test, pas vraiment officialisées, proposées par Cool Mini. Donc je voulais proposer autre chose. Et dans l'état actuel, tel que j'ai imaginé, les règles, je trouve difficile de les adapter à plus de 2 joueurs, parce que il y aura des gros temps morts. Les joueurs qui feraient lors des batailles s'ennuieraient. Ils n'auraient rien d'autre à faire lorsqu'il y aurait une confrontation entre 2 joueurs.
Ouais. Mais après, voilà, rien ne m'empêche de réfléchir à d'autres systèmes, d'autres règles, mais voilà, ces réglages, je les trouve. Enfin, je pense pas qu'elles soient vraiment adaptées pour plus de 2 joueurs. D'accord. Ok. Bonne réponse. Réponse acceptée. Après, oui, c'est sûr, ce serait sympa de faire du multijoueur, mais vu qu'on compte, dès que en fait, c'est un petit peu un jeu dans le jeu, donc c'est un jeu de plateau, et le jeu de plateau se met en pause lorsqu'il y a une bataille. Donc, il va falloir que les joueurs 3 et 4, ils poireautent 2 heures le temps que la bataille se résolve pour pouvoir continuer la campagne. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, oui, j'avais pas pensé que 2 joueurs pouvaient se trouver à attaquer les 2 armées d'un 3e joueur, quoi. Et donc forcément. Voilà, après, on peut envisager un mode 2 contre 2 où il y a toujours 2, comme si les 2 armées des 2 alliés se déplaçaient en même temps. Mais là, c'est des règles maison que chacun peut envisager, qui ne demandent pas beaucoup d'ajustements. Ce serait du coopératif en 2 contre 2. Quoi. Ouais. Petite question là par rapport au design de la carte et les hexagones de montagne, donc en fait n'ont aucune utilité si ce n'est d'obligé de faire des parcours un peu plus longs pour aller d'un village à un autre. Exactement, oui. J'ai pas fait le guide montagnard. Oui, parce que quand on aura les harines, ou les clans des montagnes. Ou les clans des montagnes, il faudra bien descendre de ces montagnes. Il y aura une extension avec des nouvelles cartes. Voilà. Pour l'instant, j'avais envisagé une carte générique et surtout asymétrique. Ce qui, comme on a évoqué sur la symétrie, ça évite un déséquilibre et des tests. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a Thierry, il est chaud. Hein. Si tu veux développer un truc avec plein de joueurs, plein de cartes, plein de factions, il est chaud. Il a que ça à faire. Il a tous les bouquins, il les a achetés en double exemplaire. Il a tout. Il est prêt. Il est prêt. Surtout, n'hésite pas. Si t'es débordé, Thierry est chaud. Mais ce qui est, parce que tu parles de la symétrie de la carte, et effectivement, en la regardant de près, elle est symétrique. Mais curieusement, comme ça, quand on la regarde, cette symétrie, elle n'est pas ultra flagrante. Et je trouve ça, c'est une belle réussite au niveau du design, parce que on a un plateau. Moi, au début, je me disais, ouais, mais bon, il vaut mieux être de quel côté? Et puis après, en regardant, en comptant un peu les hexagones, ah bon, non, on peut être des 2 côtés. En fait, elle est parfaitement symétrique, mais justement, peut-être par le design des montagnes, on sent pas la symétrie, quoi. Donc ça, c'est assez réussi, quoi. Merci. Est-ce que tu as regardé la vidéo que justement de Thierry là-dessus? Oui. Est-ce que sur cette vidéo qu'on a faite, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Non, j'ai pas noté d'erreur. Non, c'était une bonne lecture et une bonne compréhension des règles. Bon, impeccable. Pourquoi j'ai peut-être écrit clairement les règles. Il l'a lu 2 fois aussi, hein. Oh là, plus que 2 fois. C'est pas de te tromper, que je veux dire. Voilà. Après, j'ai essayé de rester, de pas faire quelque chose de trop complexe et que ce soit relativement, on va dire, qu'il y ait des options, mais qu'il n'y en ait pas trop. Donc, rester un juste milieu entre la complexité et la facilité de compréhension et de jeu. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, par contre. J'ai recherché, mais j'ai pas trouvé. À quoi sert la piste avec les 8 cases bourse? Parce que la couronne, je suppose que c'est la suprématie. La couronne, c'est les points de victoire, et la piste de bourse, c'est les revenus. Donc, ils s'ajustent en fonction des fiefs et des villages que le joueur contrôle. Oui, mais les revenus, comme il est indiqué qu'il n'y a pas de limite de revenus. Ou alors c'est pour indiquer chaque tour combien de dragons d'or on récupère. C'est ça. Par rapport au fief. Il y a une limite de revenus à 8, mais il n'y a pas une limite de fortune. C'est-à-dire qu'on peut à chaque tour, on peut gagner 8 dragons d'or à chaque tour, mais rien ne nous empêche d'en accumuler. Voilà, sur la piste de bourse, on pointe en fonction des fiefs, des villages qu'on possède, combien au prochain tour on va pouvoir récolter. C'est ça, c'est ce qu'on gagne à chaque début de tour, et qui s'ajuste en fonction des pertes et des gains de villages
Ok. Et de fiefs, et de cités, et de... D'accord, ok. Il me restait un point, en fait, qui n'était pas très clair pour moi. C'est un détail peut-être, mais Mais ça compte beaucoup pour nous. quand il y a confrontation, quand il y a bataille, ça compte pour un des tours où c'est on arrête le jeu de plateau au tour 4, on fait la bataille, et ensuite, une fois que la bataille sera terminée, on redémarre au tour 5 pour faire de nouveaux déplacements. Oui, c'est ça. C'est dès que deux armées une armée se déplace sur une autre, ou comme on peut déplacer les deux armées, il peut y avoir deux batailles lors d'un même tour. On résout la Oui. bataille. Une fois que le tour est terminé, on résout les batailles, et ensuite, quand les batailles sont là où les batailles sont terminées, on passe au jour suivant. Enfin, c'est l'autre joueur du coup qui reprend la main. C'est au tour de l'autre joueur. D'accord. Ok, d'accord. Et alors, quand on se retrouve à attaquer un fief, j'ai eu l'impression, peut-être que j'ai mal lu, j'ai eu l'impression que l'attaquant et le défenseur, c'était pas forcément l'attaquant celui qui entrait dans le fief, et le défenseur celui qui était déjà dans la ville ou le village. Je me trompe ou pas? Normalement, c'est ça. Non. Peut-être que je l'ai mal explicité, mais oui, normalement, c'est celui qui est déjà dans la ville. Qui est le défenseur. C'est forcément le défenseur, oui. Oui, d'accord, ok, mais voilà, j'avais eu un doute là-dessus. Alors, je sais pas, peut-être que avec ma lecture, était un peu fatigué, mais j'avais eu un doute d'interprétation. Mais ok, ça me paraît logique. Oui, c'est au plus logique. Ouais. En général, c'est le propriétaire de la ville qui éventuellement met une armée pour la protéger, et l'autre joueur qui se déplace sur cette armée, et donc qui fait le siège et qui déclenche la bataille. Et alors, dans les tests que tu as faits, il y avait plus souvent des saccages de villes et puis des mises à sac pour récupérer les sous tout de suite, ou des occupations? Ça dépend vraiment des joueurs. Ouais, Aussi, d'accord. si on joue RP, donc si on fait une armée avec la montagne, par exemple, comme général, on va avoir plutôt tendance, si on veut jouer roleplay, à piller toutes les villes. Non, ça dépend vraiment des joueurs. Mais en général, par exemple, plus on va être du côté de l'adversaire, et plus on a de chances qu'ils reprennent le village ou la ville facilement ou rapidement. Ou si on a besoin d'argent rapide, on va plutôt avoir tendance à piller pour détruire la ville qu'à la conserver. Ouais, d'accord, oui. Donc il y a un petit peu de stratégie quand même dans les choix, ou de camper un peu et d'attendre, ou de monter à l'assaut, quoi. C'est où si on a besoin d'argent rapidement, plutôt que sur le long terme, si la partie commence à arriver vers son terme, on va plutôt avoir tendance à piller les villages et à raser les villes pour gagner plus de sous et pouvoir les dépenser pour faire des actions, ou pour même acheter des points de suprématie pour achever la partie. Et alors, une double question pour faire frémir les réseaux sociaux. Teaser. Si on joue Mother of the Dragon, est-ce qu'on a le droit de passer par-dessus la rivière sans passer par les ponts? Et si on joue Gunline de chez Nightwatch, est-ce qu'on peut rester en fond de terrain et tirer quand même? La rivière, c'est un fleuve immense, et les dragons sont encore petits, ils ont peur de l'eau. Bonne réponse. Et comme les armes de siège de la Nightwatch, le terrain, ça représente une grande surface, donc elles ont quand même pas la portée. Même la catapulte, elle peut pas tirer. Même la catapulte n'y arrivera pas. Non. Juste pour les personnes qui sont vraiment fans de ce que tu as créé, est-ce qu'il est envisageable d'utiliser les graphismes pour en faire soi-même des cartes ou autre chose? Est-ce que tu as posé un copyright dessus ou pas? Je sais pas. Il y a aucun copyright. Après, le seul, c'est vu que c'est Ravage qui l'a publié. J'imagine qu'il serait pas forcément d'accord de le diffuser comme ça librement, mais après pour tout ce qui est les graphismes et tout ça, il y a aucun souci. Oui, je pense que les gens le font pour eux-mêmes, ils le font pas pour du commerce. Voilà. Donc il y a aucun souci, même mes sources, si quelqu'un veut faire d'autres cartes, après c'est avec le Incarnate, donc n'importe qui peut refaire une carte. Ouais. Oui, parce que l'idée, c'était que si quelqu'un voulait s'amuser à faire une carte, justement, 3 contre 3 joueurs, ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il pouvait
utiliser directement le support de ta propre production plutôt que de réinventer la roue. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est super. Si les joueurs se l'approprient, ils font leur propre sauce. Ça reste que des règles maison. C'est pas un jeu officiel. C'est des règles maison déjà bien abouties et puis officiellement on le trouve pas mal. Donc du coup, c'est quoi tes prochains projets là pour le Trône de Fer? Qu'est-ce que tu nous prépares, hein? Un scoop. Alors pour l'instant, dans les tuyaux, il y a le prochain article sur les Targaryens, qui devrait sortir dans le prochain Ravage. Donc il faut que je l'écrive. Par contre, j'ai terminé la peinture du starter. Donc il y aura les photos des Dothraki. Bien. Et j'aurais aimé aussi proposer un tutoriel sur peinture des dragons, mais Ravage suit l'article le calendrier des sorties en français, et pour l'instant, ils se font un peu attendre en VF. Donc voilà, ça dépend. Un petit mot, on ne sait pas qui distribue ça, mais c'est vrai qu'en distribution, il y a quelque chose dans le tuyau. Alors, je sais que moi, ça m'est arrivé dans les toilettes. J'ai utilisé un desktop, c'est vite passé. Essayez, les gars. Moi, j'en suis à vous donner les tuyaux là-bas. On va dire en grosse production comme cette campagne, tu as déjà des idées ou là, ça a été fatigant et pour l'instant, c'est stand-by? Ça n'a pas été épuisant, mais pour l'instant, non. Il n'y a pas d'autres idées. On sera peut-être plutôt des articles sur des tutoriels ou de la peinture ou de la création de décors. Et d'ailleurs, pas forcément sur le Trône de Fer, parce que j'avais proposé des créations d'une maison pour un autre jeu de plateau, Jeanne d'Arc. C'est peut-être de cet ordre-là. Non, c'est vraiment sympa. D'accord. On sent que tu es passionné, on sent que ce que tu fais, c'est avec plaisir, et du coup, ça se ressent. Et j'espère vraiment, moi, je vais la tester, cette campagne. J'ai la chance d'avoir un fils qui est assez grand pour le jouer. Il ne le sait pas encore. Yannick, choisis ta faction parce que je crois qu'on a un truc à faire. Je ne sais pas ce qu'a prévu le Baratheon, mais ça me ferait un grand plaisir de voir la campagne en vidéo, en série de vidéos. Ouais. Et ben écoute, c'est jouable. Je pense qu'on peut se fixer comme challenge de se faire ça. Moi, je suis prêt à relever le gant. Dans les tests, il y avait dans une partie complète, il y avait entre 6 et 8 batailles. Encore merci beaucoup du temps que tu as passé avec nous. Merci du temps que tu passes à faire tes articles, à faire tes photos, à peindre, etc. C'est super. Et on remercie du coup au passage Ravage. Merci à Ravage, en effet, de mettre en avant ce jeu. Ouais. Et l'occasion de se voir sur un tournoi ou pour un autre. Parce que voir, hein. Avec grand plaisir. Et merci à vous pour votre invitation. Et pour votre super chaîne qui fourmille de contenu sur ce jeu. Et on n'est pas aussi productif que toi, et puis Thierry regarde pas 2 fois les émissions, donc on n'est pas aussi bien. Et merci de m'avoir accompagné dans cette interview, Yann. Merci Yannette Lenu. Et on vous dit à tous à la prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye. Je vais peut-être aller lire l'article du coup maintenant, hein, parce que il m'a donné envie d'aller acheter un deuxième Ravage. Là, j'en ai un sur ma table de nuit, mais je pense que je vais en chercher un deuxième. J'ai peur de pas avoir tout lu dans le premier. Non, c'est vraiment sympa.